bleus, avec El Tama qui attaque la ligne. Le cadavre, à 7 mètres de la ligne. Oh, il a été remonté. Allez, Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Ça y est, il ne reste plus qu'une seule équipe en lice pour le Grand Chelem après le match phénoménal des Bleus face à l'Irlande. La plupart des doutes et des interrogations qu'on avait pu soulever après le match face à l'Italie ont été balayés suite à cette rencontre entre les deux favoris pour le titre. Comme quoi, on dirait que les Bleus savent s'adapter au niveau de jeu de leur adversaire pour répondre présent dans les grands moments. Et c'était un petit peu la même chose l'an dernier, je sais pas si vous vous rappelez. Quoi qu'il en soit, les Bleus ont très rapidement pris l'avantage au score. Sur l'engagement, les défenseurs français viennent mettre une très forte pression sur le bloc solo irlandais, qui est rapidement mis au sol, et une tentative de contre-ruck s'enclenche, faisant que 6 avants irlandais sont mobilisés et que le ballon est considérablement ralenti. Et Gibson Park, le demi-mêlée irlandais, est alors contraint de dégager lui-même, et il a un angle très fermé donc il trouve une touche assez courte. À la réception, Dupont voit que la touche n'est pas marquée et que la plupart des joueurs irlandais tournent le dos à l'attaque et donc il décide de jouer rapidement. Ntamak transmet à Moefana qui gagne son duel sur Ringrose avant de passer après contact pour son ailier. Villiers progresse alors à son tour et le ballon sort vite pour la première séquence française. Et notamment, on va insister avec plusieurs temps de jeu sur le côté gauche du terrain pour resserrer la défense. Après plusieurs percussions, Ntamak appelle sur le large et sert bail à hauteur. Le pilier joue parfaitement en allant fixer avec Willem C et il remet dans le dos à Jaminet. Et là, c'est assez intéressant, on peut voir que les précédents temps de jeu français ont considérablement resserré la défense irlandaise, puisqu'à l'écran, on voit pas moins de 11 défenseurs irlandais sur une seule moitié de terrain, faisant par exemple que l'ailier Mac Hansen doit gérer un surnombre, mais surtout il doit gérer la course d'Antonio qui lui arrive plein dans la tronche, avec ses 140 kg et 20 mètres d'élan. Naturellement, le pilier gagne la ligne d'avantage et le ballon sort vite. Sur le côté fermé, on a 5 arrières français prêts à jouer, debout, disponibles, quand les Irlandais, eux, sont encore très concentrés sur le ruck et peu disposés dans la largeur. Ntamak repère alors tout de suite l'espace qui existe entre Hansen et Conan, et d'ailleurs Hansen voit bien le danger et il appelle ses partenaires, ce qui fait que Conan et Ryan vont se précipiter pour venir combler la brèche en se faisant absorber par la course d'Ntamak. Mais en faisant ça, ils oublient Dupont, qui venait du ruck et qui est resté dans l'intérieur. Ntamak fait un super boulot et réussit à passer les bras pour son capitaine, qui va alors marquer le premier essai de la plus belle des manières. Dans un Stade de France chauffé à blanc, on a tout de suite senti que les Bleus voulaient étouffer leur adversaire dans une stratégie qui était un petit peu différente que face à l'Italie, où ils ont beaucoup laissé les Italiens garder le ballon pour ensuite se nourrir de leurs erreurs. Là, c'était l'inverse, ils ont voulu garder le ballon pour éviter que les Irlandais leur mettent la pression. On a vu une attaque française plus structurée, plus maîtrisée, mais aussi plus ambitieuse avec de très beaux enchaînements. Et si l'essai casquette de Mac Hansen noircit un peu le tableau de la première mi-temps, le 15 de France rentre tout de même à la pause avec 19-7 au compteur. Et ça, notamment après avoir pas mal capitalisé sur les erreurs irlandaises et sur leurs nombreuses pénalités. Et pour les petites statistiques, pour ceux que ça intéresse, j'ai relevé que sur les 15 premières minutes, les Irlandais ils sont pénalisés 3 fois, sachant que contre le Pays de Galles, leur première pénalité, elle intervient à la 50e minute, ce qui montre un petit peu le niveau de jeu de la partie. Donc les Bleus rentrent au vestiaire avec une nette avance de 12 points, mais c'est une avance qui aura quand même pour conséquence de piquer au vif les Irlandais, bien décidés alors à renverser le cours du match. Tiens, j'ai plus de voix, j'ai trop gueulé samedi. D'ailleurs, merci à tous ceux que j'ai vus au cours du match ou aux abords du stade, vous avez été hyper sympas. Et donc voilà, juste un petit clin d'œil à vous. Donc, je disais que les Irlandais revenaient de la pause avec d'autres intentions, puisque Porter va gratter son deuxième ballon du match et va ainsi récupérer une pénalité. Et sur la pénale touche qui suit et sur le maul, Van der Flier s'en va inscrire le deuxième essai de son équipe. Mis en difficulté dans les rucks, les Français se consomment dans les regroupements, comme sur cette action où les Bleus sont tous absorbés par ce qui se passe au sol, et ça sans prêter attention à l'attaque irlandaise parfaitement en place et en surnombre. Furlong joue parfaitement en allant fixer au près avant de remettre dans le dos pour Keenan, et là le trou est créé. Et malgré un bon retour de Dupont, les Bleus viennent de perdre 40 mètres et de prendre une sacrée pression dans leur camp. Et au cours de l'action qui suit, Villiers se fait pénaliser au sol et les Irlandais repartent en pénal touche, ce qui leur permet notamment de lancer leur attaque dans nos 22 mètres. Et même si la défense bleue tient bon sur les premiers temps de jeu, il suffit d'une simple erreur, d'un tout petit retard pour que Gibson Park s'en aille marquer le troisième essai de son équipe. Sur ce plan-là, on voit bien que 3 Français sont au sol et que le ballon est vite disponible pour le demi de mêlée irlandais. On voit aussi Woki qui appelle parce qu'il manque des défenseurs
derrière et qui a un énorme espace entre lui et le ruck. Willem C finit par arriver, mais il se retrouve à gérer une situation pleine de dilemmes, parce que d'abord il doit surveiller Gibson Park, qui est le porteur de balle, c'est normal, mais aussi il doit avoir un œil sur Van der Flier qui arrive très près de Park et qui peut jouer soit très près en extérieur, soit dans l'intérieur, et en plus de ça, il doit faire attention à Doris qui arrive en premier receveur et qui se lance dans l'intervalle. Et même si normalement c'est plutôt à Woki de défendre sur Doris, Willem C sait qu'il va sûrement devoir venir l'aider, comme le troisième ligne irlandais arrive avec beaucoup d'élan. Bilan des courses, il manque un joueur pour venir défendre, et Gibson Park joue parfaitement le coup pour filer à l'essai. Et bilan des courses numéro 2, en 5 minutes, les Celtes ont englouti le confortable matelas que s'étaient construits les Bleus en première mi-temps. Heureusement, ce trou d'air ne va pas durer, et les Bleus sont de retour dans le camp irlandais suite à un dégagement manqué de Gibson Park. Sur le lancement qui suit, Moefana va trouver Villiers avec une passe acrobatique, et l'ailier français lance la charge en roulant littéralement sur son vis-à-vis. Le jeu rebondit rapidement dans le fermé, ou en position de sous-nombre, Ntamak joue quand même avec Penaud qui va éliminer Keenan dans une cabine téléphonique, et même si au bout de l'action le ballon finit en touche, sur le lancer qui suit, les Bleus vont pouvoir remettre la main dessus. D'abord on a Jelonge qui vient découper littéralement Doris, et surtout on a Tao Fifenua qui fait un très gros travail, qui parvient à contrarier le ruck irlandais et à déclencher un turnover. Marchand joue alors très juste en envoyant Antonio, le soutien est là, et Baye arrive parfaitement lancé pour inscrire l'essai. Mais à ce moment-là, les Français n'étaient pas sortis d'affaire pour autant, et la fin de match fut littéralement irrespirable. Comme c'est souvent le cas avec le 15 de France depuis quelques temps, faut s'accrocher et faut pas être cardiaque. Les Irlandais ont imprimé de multiples temps de jeu au cours desquels la défense bleue fut mise à rude épreuve, et Flamand s'est mis à la faute notamment, ce qui a permis à l'Irlande de revenir à 3 petits points. Mais heureusement, la fin de match fut très bien gérée par les Bleus, les avant-remplaçants ont fait le taf, et aussi Lucu a parfaitement collé au ballon pour assurer la conservation, comme sur cette action où il n'hésite pas non plus à venir lui-même étayer les regroupements. Et après ce gros travail dans l'axe et plus de 7 temps de jeu consécutifs, le ballon est écarté et Ntamak envoie parfaitement Jaminet dans le trou pour filer dans l'embut. Malheureusement, l'essai ne sera pas accordé, les arbitres considérant que le ballon n'avait pas été aplati. Même si personnellement, je suis persuadé qu'à ce moment précis, le ballon il touche le sol, c'est obligé au moins un bout d'herbe, c'est sûr qu'il touche un bout d'herbe. Et on se rappelle que l'an dernier, sur une situation similaire durant le crunch, l'essai d'Itoge avait été accordé. Mais quoi qu'il en soit, je pense que Jaminet aurait pu lâcher son ballon et la transmettre à Penaud après avoir cassé les premiers plaquages, ou au moins il aurait dû changer le ballon de côté comme on nous l'apprend à l'école de rugby pour éviter le retour de Sheehan. Bon, heureusement il y avait un avantage en cours et la pénalité permet au tricolore de rajouter 3 nouveaux points. On est alors à la 77e et s'en suivent 2 minutes interminables au cours desquelles les Irlandais grattent un ballon et nous mettent la pression dans notre camp, mais cette initiative malvenue de Carty rend la gonfle aux Bleus qui enterrent tranquillement la rencontre et scellent la victoire. Ce match, ça a été une véritable démonstration de force des Français. Sur les impacts, les Bleus ont été plus que présents. En attaque, on a eu des ballons rapides grâce à de grosses charges qui ont permis de gagner la ligne d'avantage. Et en défense, que dire des performances majuscules de Cross et de Jelon qui nous ont ressorti un match incroyable du même standing que face à la Nouvelle-Zélande en novembre. Tout comme Villiers dont on a rapidement compris qu'il était là pour bouffer l'Irlandais pendant 80 minutes. Grâce à une défense consistante au plaquage et à une forte présence dans les rucks, les Bleus ont ainsi évité un scénario tel que l'a connu le Pays de Galles. C'est-à-dire que les Bleus ont réussi à faire en sorte que les ballons irlandais sortent moins vite et que les joueurs irlandais restent debout moins longtemps. On a aussi vu énormément de turnovers concédés dans ce match, j'en ai compté 13, il y a eu des deux côtés, mais ça a aussi montré à quel point l'attaque irlandaise, qui est un rouleau compresseur, a pu être enrayée par moments par la défense française. Et ça notamment avec les contre-rocks français qu'on avait commencé à voir se mettre en place contre l'Italie et qui ont pu être décisifs dans des moments clés. Je trouve que les Bleus ont été plus que solides en conquête, touche, mêlée, ruck et maul, et la seule fois où on se fait prendre sur les mauls c'est sur l'essai de Van der Flier, et là les Irlandais ont un petit peu joué avec la règle, ils ont été vraiment très limites, parce qu'en fait sur la touche, vous allez voir, les Irlandais sortent de l'alignement, ce qui est interdit normalement, avant même que le lancer ne soit envoyé, ce qui leur permet d'être en place dès que le sauteur a les orteils au sol, et donc d'être en 5 contre 2 à la poussée directement. Bon, c'est très subtil, hein, d'ailleurs merci à David Réboursière qui l'a fait remarquer sur Twitter, c'est grâce à lui que j'ai pu voir ça, parce que sinon je l'avais pas vu non plus, et forcément c'est assez subtil, mais ça permet quand même de gagner 2 secondes précieuses sur la défense, en étant déjà positionné face aux défenseurs qui doivent attendre que le sauteur soit au sol avant de pouvoir commencer à se placer pour défendre le maul. Mais outre la conquête, sur ce match, pour moi, un gros point fort, c'est la discipline. On a été très propre, sage, comme des images.
Seulement 7 pénalités concédées, c'est beaucoup moins que la moyenne sous l'ère Galtier, et c'est même 2 fois moins que face à l'Italie, où on avait concédé 14. Et en face, l'Irlande, qui avait pas concédé la moindre pénalité en 50 minutes contre le Pays de Galles, bah là, on a concédé 11 contre nous. Donc c'est vous dire un petit peu le niveau auquel les Bleus se sont hissés samedi soir. Je suis également content d'avoir retrouvé une charnière compétitive. Dupont a été très présent en défense comme en attaque, où il a beaucoup progressé ballon en main. Ntama, quant à lui, a été très sobre, plutôt dans un rôle de distributeur, mais parfois on n'a pas besoin de plus, en fait, il a juste été très propre dans ses interventions, et il a joué son match comme un maestro, quoi. Il a parfaitement servi ses partenaires, il les a sublimés, et des fois on a juste besoin de ça, et il a parfaitement complété Dupont là-dessus. Donc on va passer dans la dernière partie de la vidéo, ce qui est à dire les tops, les flops, et puis après le geste d'or et la boulette d'or. Mais avant cela, je vous prends vraiment 30 secondes pour vous rappeler que si vous aimez mon contenu, si ce que je fais ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu parce que c'est vraiment hyper important pour continuer à faire grandir la chaîne. Si vous avez les moyens aussi, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez vraiment m'aider à investir dans du matos, etc. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire grandir la chaîne et à nourrir de nouveaux projets. Dans l'idéal, j'aimerais bien atteindre les 20 000 abonnés d'ici la fin du tournoi, ça serait vraiment un énorme cap pour moi à franchir. Sachez que vous êtes plus de 50% à me regarder sans vous être abonné, franchement c'est gratuit, moi ça m'aide vraiment beaucoup, et donc voilà, merci à tous ceux qui le feront, parce que c'est juste comme ça que ça marche sur YouTube. Si vous vous abonnez, bah ça montre à YouTube que mon contenu vous intéresse, et du coup je serai plus mis en avant. Voilà, un petit clic, ça vous coûte rien, et ça me fait plaisir. Bon, je disais les tops et les flops. Pour les tops français, Aldrit et Villiers sont de nouveau pour moi des hommes clés du match. Là encore, à chaque fois je dis ça, mais en attaque comme en défense, je les ai trouvés vraiment très très bons, notamment Villiers qui a quand même réussi à repousser Aki, qui est quand même un monstre de physique par rapport à lui. Il a aussi bouffé Conway sur tout son match et il a envoyé Keenan sur le périph'. Marchand également, dans la continuité de son match face à l'Italie, a tapé très fort pendant tout le temps où il était sur le terrain. Aussi, comme je l'ai déjà dit, Jelon et Kroos m'ont impressionné en défense, ils ont vraiment découpé à tour de bras. Bref, c'est un boulot de dingue et pour moi c'est un deuxième match référence en bleu pour leur part. Et aussi j'ai bien aimé la titularisation de Moefana, qui a montré qu'il était un centre de classe internationale malgré son peu d'expérience. Il a avancé à chaque fois qu'il avait le ballon, en défense aussi il s'est pas mal envoyé, donc franchement une très grosse performance du centre bordelais pour un match à enjeu tel que celui-ci. Et puis aussi pour finir une mention à Penaud, qui s'est avéré très menaçant à chacune de ses interventions. Côté irlandais, j'ai bien aimé le match du pilier Andrew Porter, qui s'est envoyé dans les rucks et qui n'a eu de cesse de nous contrarier, notamment il gratte 2 ballons, ce qui est beaucoup. Sinon Ringrose et Hansen derrière ont trouvé pas mal d'avancer chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion. Pour moi, c'est un peu les hommes en forme en ce moment au sein du 15 du trèfle, et ils ont pas mal brillé par rapport à leurs compères des arrières. Par contre, en flop, j'ai trouvé Van der Fleer très en deçà de son niveau habituel. Il a pas mal subi physiquement, notamment face à Aldrit. Bref, je l'ai pas vraiment trouvé au niveau. Côté français maintenant, c'est pas vraiment un flop, mais je trouve que Melvin Jaminet a eu une partie assez compliquée. C'est le seul que j'ai vraiment trouvé en dessous par rapport aux autres. En première mi-temps, il se trouve 4 fois sur des ballons hauts, ce qui est un peu problématique quand on joue arrière quand même. Et il manque d'ailleurs d'autorité et de rigueur sur l'essai d'Hansen, parce qu'il s'annonce pas et il va pas contester le ballon en l'air, alors que c'est lui qui arrive de l'arrière, c'est lui qui doit normalement prendre ce ballon. Et puis aussi sur l'essai de Cyril Bay, il manque la transformation alors qu'elle était très importante pour nous mettre hors de portée des Irlandais dans la fin du match, alors que c'était une transformation certes un petit peu en coin, mais qui était tout à fait dans ses cordes. Cependant, il a su se remobiliser tout au long du match, il n'a pas laissé les erreurs le couler et il est remonté en puissance au cours de la partie, avec notamment plusieurs bonnes interventions à son actif, et il a redressé la barre sur les ballons hauts après. Aussi, il aurait largement mérité de marquer son essai parce que sa course était parfaite. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est un flop, parce qu'il a su corriger ses erreurs, se reprendre en main pour revenir progressivement dans la partie, et ça montre toute la qualité et toute la force de caractère de ce joueur alors qu'il a à peine 22 ans. Pour finir, on passe par la boulette d'or et par le geste d'or. Donc j'ai 2 boulettes, et pour la première, j'ai ce dégagement de Cameron Wauquiez complètement loupé. Alors je sais qu'il est polyvalent, tout ça, mais je pense que c'est pas pour tout de suite qu'il va pouvoir jouer à la place de Dupont. Et face à lui, il y a cette passe en avant de Carty, donc une énorme passe sautée complètement en avant qui intervient 1 minute avant la fin du match, donc un petit peu inutile quand on sait qu'ils étaient dans notre camp, qui nous foutaient la pression et qui jouaient la balle de match. Je pense honnêtement qu'il y avait mieux à faire. Et pour le geste d'or maintenant, je rappelle que vous avez élu Gabin Villiers la semaine dernière pour son petit chic-chac sur Padovani, et aujourd'hui vous avez le choix entre 4 prétendants. Le premier, c'est le deuxième ligne Tag Bern qui trouve un superbe 50-22, et là Cameron prend des notes, ça peut servir.
En deuxième candidat, il y a cette sublime passe sautée de Dupont pour Penaud. Donc c'est hyper bien joué de la part du capitaine français, qui voit bien que les défenseurs sont absorbés par le ruck et qui oublie totalement Penaud sur l'aile. Ensuite, il y a cette merveille de passe de Carbery pour son ailier Conway. Elle est millimétrée, en plein dans la course. C'est très bien réalisé, sauf qu'en face, c'est Villiers. Dommage. Et enfin, Penaud, pour l'ensemble de son œuvre et pour sa capacité à se débarrasser des défenseurs dans un tout petit espace, m'a vraiment impressionné. En plus, sa chistera à l'aveugle pour Moefana est juste sublime. Il est en grande forme en ce moment et il fait beaucoup de bien dès qu'il a le ballon. Donc dites-moi en commentaire quels sont vos votes, qui est pour vous la boulette d'or, qui pour vous remporte le geste d'or. J'aime bien voir vos avis là-dessus et sachez que même si je réponds pas à tous les commentaires, je continue à tous les lire. Pour conclure, les Bleus ont frappé un grand coup en venant à bout d'un concurrent sérieux pour le titre et qui venait clairement à Paris avec des intentions, mais personnellement je pense que les 2 déplacements à venir en Écosse et au Pays de Galles vont être plus que cruciaux pour la suite du tournoi, et pour moi honnêtement le plus dur reste encore à venir, d'autant plus que pour le moment a priori Gabin Villiers est forfait après s'être blessé au visage, et ça c'est vraiment une très mauvaise nouvelle parce qu'il est vraiment maintenant central dans le jeu du 15 de France, que ce soit en attaque ou en défense. Mais bon, allez les Bleus, je crois en vous et surtout merci de nous avoir fait vivre ce moment magique. Bref, j'ai hâte de voir les commentaires que vous allez m'écrire et j'ai aussi surtout hâte de m'envoler pour Murrayfield et d'aller supporter nos Bleus en Écosse. Ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos arrivent très prochainement. Je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.